il sera attiré par une personne solaire, par une personne particulièrement intelligente, par une personne qui réussirait facilement. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Vous êtes ici avec nous dans mon cabinet à Vannes. J'y travaille et j'y reçois très souvent, Jean-Charles, des personnes avec ce qu'on appelle cette spécificité, un haut potentiel intellectuel. On peut aussi dire surdoué, certains dont Jeanne Siofachin les appelle les zèbres. Il y a toute une terminologie et il y en a une que j'aime particulièrement qui est très peu connue, c'est celle du docteur Olivier Revol, qui parle des personnes qu'il appelle, lui, les philo-cognitifs, c'est-à-dire les gens qui aiment la pensée. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai étudié pendant environ, au moins 17 ans si ce n'est plus. J'ai fait quand même mon master de psycho pour ça. Si j'ai invité Jean-Charles Bouchou avec nous sur ce sujet, c'est parce que Jean-Charles, tu as déjà parlé du haut potentiel intellectuel et du pervers narcissique. Ouais, c'est pas un travail, j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus, mais oui, souvent les chemins se croisent. Ouais. D'ailleurs, j'étais invité par une association de haut potentiel à Paris pour faire des conférences à ce sujet, et les conférences ont été annulées à cause du Covid. Ah mince, ouais. Pourtant, je pense que les personnes qui nous regardent aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur ce sujet-là, parce qu'il se trouve que il y a quand même parfois un petit lien, un lien en tout cas, quand les pervers narcissiques, tu disais un jour, ils ne vont pas choisir n'importe quelle victime. Bien sûr. Donc je ne l'ai pas vraiment travaillé, mais je peux vous donner toutes les idées qui me viennent à l'esprit. Oui. La première qui me vient à l'esprit, c'est que la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique a besoin d'admirer sa victime. Il l'admire et il veut s'en nourrir. Donc évidemment, il sera attiré par une personne solaire, par une personne particulièrement intelligente, par une personne qui réussirait facilement dans la vie. D'accord ? Pour se nourrir de cette personne et projeter à l'intérieur d'elle ses propres problématiques, mais ça on en a déjà tellement parlé. Et c'est intéressant parce que ça me rappelle la dernière vidéo que nous avions fait, où je disais si quelqu'un vous dit tu es bête, etc. C'est justement parce qu'il pense le contraire. Donc, il vous attaque là où vous êtes fort, en même temps qu'il vous a choisi parce que vous avez ces qualités. N'ayons pas peur de la paradoxalité quand on parle de perversion narcissique. Parce que dans ce cadre-là, celui que tu es en train d'évoquer, une personne qui emploierait massivement ces mécanismes-là de défense pervers narcissique, s'il est face à quelqu'un qui est intellectuellement pas très efficient, il ne va pas l'attaquer sur ce point précis. Non, logiquement pas. Logiquement pas. Mais nous aussi, nous pouvons plaisanter avec quelqu'un qu'on aime, on pourrait dire à nos enfants, mais qu'est-ce que tu es bête. Mais c'est justement parce qu'on ne le pense pas. Non, alors, je vais te dire quelque chose, il vaut mieux pas le dire à ses enfants. Moi, si je dis ça à mes enfants, mais je me fais lâcher. Imagine maintenant que tu rencontres quelqu'un de particulièrement bête. Moi, j'habitais dans un petit village et il y en avait quelques-uns. Si tu es amené à discuter avec lui, tu ne veux pas lui dire ce genre de choses. Non, bien sûr. Hein? Donc, souvent, quand on fait une remarque à quelqu'un, on l'attaque là où, justement, il est fort. Alors, quand on parle du haut potentiel intellectuel, je crois qu'il faut un petit peu définir de quoi il s'agit. Donc d'abord, on va parler d'un haut potentiel intellectuel. On va constater un faisceau de signes avec peut-être une grande curiosité, des questions quand les enfants sont petits, tout petits. Hein. Là, on est vraiment tout petit, même avant 3 ans, parce que la parole peut être très active. Parfois non, parfois elle parle un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce sera toujours une parole qui sera bien élaborée, tu vois. Il y aura donc une grande curiosité, des curiosités vraiment très précises. Si les enfants demandent, il y a une période, tu sais, dans le développement de l'enfant, où l'enfant pose des questions, pourquoi. Eh bien, l'enfant au potentiel, lui, il va vraiment vouloir comprendre, très précisément. Si tu ne lui expliques pas, il est très frustré. Et je vais passer très rapidement sur les signes. Il y a des bouquins qui sont très intéressants sur le sujet. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ces signes-là parce qu'on peut... C'est important quand même. Je vais te dire sur une chose. J'avais un exemple qui me vient à l'esprit là tout de suite. C'était ce petit garçon que personne ne comprenait, qui avait du mal à parler. Donc, il ne fait vraiment pas partie de
de l'exemple que tu as donné. Et ça lui a duré longtemps, jusqu'à 6-7 ans, je crois même au-delà. Et ses professeurs se faisaient beaucoup de soucis pour lui. Et ils en ont parlé aux parents qui ont décidé de le laisser tranquille et d'évoluer à son rythme. Il s'appelait Einstein. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors... Et en termes de potentiel, je pense qu'il était bien doté. Je pense qu'il est bien doté. Je pense. Ouais. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'avant de dire « je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça », il y a des signes. Il y a des choses, il y a un développement particulier. Par exemple, il y a une dame qui, je crois qu'elle fait, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a étudié le développement qu'on appelle sensorimoteur des enfants à haut potentiel. Elle a comparé à des enfants qui ne le seraient pas, qu'on appelle dans ce cadre-là un enfant standard. Voilà, c'est pas vrai, hein. Normal. C'est pas vrai non plus. Et donc, ne me tombez pas dessus, hein, sur le normal, s'il vous plaît. Et elle avait vu que, par exemple, tu vas avoir un développement sensorimoteur de 6 mois d'écart. Tu vas avoir des enfants qui vont marcher plus tôt, qui vont tenir debout plus tôt, qui vont s'asseoir, qui vont se tenir assis plus tôt. Mais c'est une généralité. Oui. Hein, c'est pour te répondre sur Einstein, bien évidemment, il y a... et peut-être que la chance d'Einstein, c'est d'avoir eu les parents qui ont refusé de le mettre dans une catégorie et qui ont dit, il grandit au rythme qu'il souhaite. Et ils ont bien fait. Peut-être que si on avait dit c'est un attardé, peut-être qu'on aurait fini par... Ça peut devenir vrai, quoi. Peut-être que si on avait dit d'autres choses, qu'on l'ait enfermé dans un diagnostic, c'est pas forcément non plus une bonne idée. Là, je te rejoins sur l'histoire d'enfermement dans une catégorie ou une identité. Ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Tant mieux, parce que je crois que les enfants, tu les laisses aller jouer dehors, c'est bien aussi, quoi. On est complètement d'accord. Quand on parle de haut potentiel intellectuel, on ne parle pas de catégorie, on ne parle pas d'identité, on ne se fera pas une identité là-dessus. Nous allons parler de fonctionnement et en lien avec le pervers narcissique. Cependant, il y a des particularités qu'il ne faut pas nier, puisque c'est comme, tu vois, j'ai les cheveux gris. Voilà, j'ai les cheveux gris. Je ne suis pas née avec, mais aujourd'hui j'ai les cheveux gris. Ça ne fait pas de moi une identité. Non. Il y a quelque chose qui est relié, alors là je parle du fonctionnement intellectuel, à ce haut potentiel intellectuel, notamment parce qu'il faut quand même le savoir. Un enfant qui n'est pas au courant de sa particularité et qui pourrait avoir des problèmes, par exemple relationnels, ou des problèmes de compréhension de la façon dont vont être faits ces apprentissages, peut se trouver en difficulté. Pas tous. Pas tous. Je ne dis pas qu'un haut potentiel intellectuel va générer des difficultés. Je dis simplement qu'en comprenant son mode d'apprentissage, son mode de fonctionnement, ça peut aider à être plus à l'aise dans la vie. Mais ça ne signifie pas que parce que tu as un potentiel intellectuel, tu vas avoir des problèmes relationnels, ou tu vas avoir des problèmes d'apprentissage, ou tu vas rencontrer un pervers. Ou tu vas rencontrer un pervers. Là, le cadre est posé, c'est pas le cas. Il n'y a même aucune raison pour qu'un haut potentiel rencontre un pervers narcissique, sauf s'il est dans une répétition. Et moi, j'aimerais bien qu'on aille de ce côté-là, parce que je n'ai aucune idée de l'origine du haut potentiel, mais je l'avais déjà évoqué dans le live que nous avons fait ensemble. À un moment donné, quand tu poses une question à un enfant, normalement, si tu lui dis combien font 2 plus 2, l'enfant est tellement content de te dire ça fait 4, j'ai trouvé la bonne solution. Mais un enfant qui est en situation de maltraitance, il ne pense pas du tout de la même façon. Il va dire, ok, on m'a posé une question, quelle est la réponse que je dois donner? Pas quelle est la bonne réponse vis-à-vis du parent. Par exemple, si 2 plus 2, je réponds ça fait 4, on va me dire, mais qu'est-ce que tu es prétentieux, pour qui tu te prends? Peut-être qu'il va recevoir une claque. Alors que s'il dit ça fait 5, on va dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu es bête, allez, va jouer dans ta chambre. Et c'est peut-être celle-là la bonne réponse, tu vois. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà capables, quand tu leur poses une question, d'avoir différentes réponses qu'ils vont donner en fonction du contexte dans lequel ils sont. Donc, on voit déjà le début de la pensée en réseau. Un haut potentiel intellectuel va avoir envie de comprendre. Il y a ça aussi. C'est ça que je voudrais voir avec toi. Mais avant de le voir, il faut que je précise une chose. Quand on parle de haut potentiel intellectuel, on parle évidemment de QI. Et aujourd'hui, on teste les QI avec, en France en tout cas, le test de Wechsler. On peut avoir le CATEL, d'accord, mais on teste avec celui-là. Ça te teste différentes capacités en lien avec la scolarité, si tu veux. Et on va parler d'un QI qui va être à partir de 130. À moins d'avoir, comme je disais tout à l'heure, des faisceaux de signes qui font qu'à 125,
ça corresponde quand même à un fonctionnement de haut potentiel et que dans le contexte, on peut comprendre qu'à 125 de QI, ce soit quand même une définition d'un haut potentiel. Ça dépend, enfin, ça c'est le psychologue qui va le dire. Et on passe ce test auprès d'un psychologue, psychiatre, voilà. D'accord. Et c'est ça que je voulais dire au départ, parce qu'aujourd'hui dans ce monde, on dit un peu tout et n'importe quoi. Oui. Donc je pose un peu le cadre de tout ce dont on parle. Maintenant, puisque toi tu es psychanalyste, et tu rencontres des personnes qui sont victimes de maltraitance, victimes d'agressions physiques, psychologiques, etc. Et tu as évidemment étudié le pervers narcissique. Oui. Cette relation avec le pervers narcissique, comment se colore-t-elle quand on est au potentiel intellectuel? Oui. Donc, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc, les hauts potentiels vont avoir le besoin de comprendre l'autre, de résoudre le problème, mais aussi d'être compris. Parce que je crois que la grande difficulté quand on est haut potentiel, c'est qu'à un moment donné, il y a un décalage entre le monde dans lequel ils vivent et leur monde intérieur, dans le sens où ils ont l'impression que les autres ne les comprennent pas. Et être compris est quand même essentiel. Donc, c'est un des liens qui peut rattacher la victime à son bourreau en se disant « mais il va bien finir par me comprendre » ou alors « je lui ai mal expliqué, je vais mieux lui expliquer ». Il va bien finir par me comprendre. Je vais le comprendre, il va me comprendre. À quoi je réponds toujours « non, mais c'est son fonds de commerce de ne pas vous comprendre. C'est son fonds de commerce. » Donc à partir du moment où il vous aura compris, vous pourrez partir. Donc bien évidemment, même s'il vous comprenait, il ne vous le dirait pas. Donc vraiment, il faut apprendre à renoncer à cela. Renoncer à comprendre, renoncer à être compris. Alors, renoncer à comprendre, non, mais pas à l'intérieur de la relation. C'est-à-dire renoncer à comprendre dans la relation et aller chercher à comprendre après à l'extérieur, soit avec un thérapeute, soit en lisant des livres, soit en fréquentant des groupes de parole, par exemple. C'est excellent les groupes de parole. Parce qu'on va déplacer le problème à l'extérieur. Oui, là-dessus. Alors, tu n'en parles pas beaucoup. Des groupes de parole, mais toi tu as mis en place une formation, donc j'aimerais que tu nous parles un petit peu. Alors la formation groupe de parole, oui, tu m'avais pas dit qu'on allait parler de ça, mais oui, j'ai fait une formation, c'est pas une formation groupe de parole, c'est une formation comprendre les mécanismes de défense pervers narcissique, comprendre les fonctionnements de la victime, réfléchir à la place de l'accompagnant, et puis effectivement ça s'accompagne de créer des ateliers d'écriture, et je suis en train de mettre un module que je vais donner gratuitement de toute façon, qui sera élaborer des espaces de parole où je n'enseigne pas vraiment à créer un groupe de parole, mais où je donne tous les outils de réflexion sur comment faire pour créer un espace de parole. Que je n'appelle pas d'ailleurs groupe de parole, parce que le groupe de parole, ça, je trouve une connotation thérapeutique. Un espace de parole, n'importe qui, même si vous n'êtes pas thérapeute, si vous avez bien réfléchi à la place de l'accompagnant, c'est-à-dire à vous libérer de tout ce qui est de l'ordre du contre-transfert, c'est-à-dire du scénario que nous viendrions jouer, mettre en place avec les personnes que nous recevrions, bien réfléchir à la posture de l'accompagnant, n'importe qui peut mettre en place des espaces de parole. Je trouve ça particulièrement intéressant dans le sujet dont on parle là maintenant, des hauts potentiels intellectuels, qui ont, comme je l'ai souvent constaté, cette créativité. Ils ont besoin, pour la plupart, alors je ne veux pas encore faire des catégories, mais il y a souvent ce besoin de création. Et dans ces espaces de parole, il y a, dans ce que tu disais, il y a la compréhension, il y a l'écoute, donc l'accueil quand même qui est nécessaire à tout le monde. Mais pour des personnes qui ont un haut potentiel qui n'a pas forcément été bien intégré, là, ça fait un moment où on peut se poser et se dire, là, je suis vraiment entendu dans ma particularité, avec tout ce que j'ai pu vivre. Et puis ensuite, peut-être effectivement, avec les ateliers d'écriture, créer quelque chose, en faire quelque chose de nouveau. Oui. Parce que quand tu es en relation avec un pervers narcissique, Jean-Charles, tu es quand même limité relationnellement, tu vois. Extrêmement limité. Le moindre mot que tu vas employer peut être complètement détourné de son sens premier pour être reprojeté contre toi. Ce qui est terrible pour un haut potentiel intellectuel, parce que ça, c'est une chose que je pense que tu le sais, un haut potentiel intellectuel, c'est quelqu'un qui va plutôt s'attacher au sens des mots. Le sens des mots est extrêmement important. Ce qui peut être compliqué à l'école. Oui. Puis un mot peut prendre un sens dans un contexte et prendre un autre sens dans un autre contexte. Alors, du coup, là, si tu fais une plaisanterie à quelqu'un, tu vas utiliser un mot qui ne prend pas la même place
place que si tu étais en colère contre la personne. Oui, ça dépend du contexte. Voilà, c'est ça. Et après, tu peux, toi, être dans un contexte et l'autre que tu rencontres peut envisager un contexte différent. On est complètement dans l'incompréhension. Et ça, le haut potentiel ne le supportera pas. Non, c'est pas d'être pris en défaut qu'il ne supporte pas. C'est de n'être pas compris. Oui, j'ai besoin, se dit-il, d'être compris. Oui. Voilà, et ça l'effraie. Il y a aussi cette histoire de sens des mots. Souvent, les personnes à haut potentiel vont aimer avoir quelque chose qui est très... Tout le monde aime que ce soit cohérent, de base. Mais une personne à haut potentiel a aussi été compris par ses pairs, comme tu le dis. Oui, mais le sens des mots... Copains, Oui. Il y a un test, donc dans ce test, ce fameux test dont je te parlais tout à l'heure, on a une partie où on teste le QI verbal. Après, c'est un ensemble qui est remis en place. Bref, le QI verbal, et on va poser des questions sur des sortes de définitions, si vous voulez. Je ne vais pas aller plus loin parce que pour les personnes qui voudraient passer ce test, je ne vais pas dire ce qui va se passer. Je ne veux pas spoiler. Non, je ne spoilerai pas. On voit qu'une personne mobilise justement un intellect particulier, c'est que les définitions vont être extrêmement précises, fouillées, recherchées, tu vois. Et quand tu es en face de quelqu'un qui va utiliser la paradoxalité ou le paradoxe, mais c'est l'enfer, j'imagine. Ça, c'est toi qui vas me dire ça. Oui, la paradoxalité rend fou. C'est-à-dire qu'on va te donner des injonctions auxquelles tu ne peux absolument pas répondre, que tu ne peux pas résoudre, que tu ne peux pas comprendre, parce que c'est incompréhensible. Mais tu imagines pour un potentiel intellectuel qui, lui, veut avoir quelque chose de très précis. Tu le perds, mais c'est justement, c'était un peu là mon idée, c'est que malgré tout, il y a, même dans la paradoxalité, il y a une vérité. La vérité, c'est j'ai envie de te tuer. Voilà, donc la paradoxalité, c'est une injonction paradoxale, c'est dire à quelqu'un, viens ici, fous le camp. Vous voyez, dans la même phrase, on entend viens, et dans la même phrase, on entend va-t'en. Donc forcément, on ne peut pas répondre à l'injonction. D'accord? C'est ça, une injonction paradoxale. Oui. À la différence d'une injonction à double contrainte, où je vais vous donner, est-ce que vous préférez que je vous coupe le bras droit ou le bras gauche? Si vous répondez à l'injonction, quel que soit le choix que vous faites, il est mauvais. Donc forcément, on est piégé. Dans l'injonction paradoxale, on ne peut même pas répondre. Mais si, on peut quand même entendre de la part de l'autre, je te veux du mal. Je veux te tuer. Et ça, c'est pas paradoxal, c'est certain. Donc malgré tout, ton haut potentiel va entendre quelque chose à l'intérieur de l'injonction paradoxale. Et il va tenter d'y répondre. Il va tenter d'y répondre par une extrême gentillesse, par des efforts supplémentaires, etc. Ah ouais. Il va essayer de résoudre ce qu'on ne peut pas résoudre. Ah oui. Oui. Donc, oui. C'est très intéressant l'injonction paradoxale, mais après on passerait dans un autre thème. En spiritualité, c'est très intéressant. Beaucoup de maîtres imposent des paradoxes à leurs disciples, mais c'est pour faire voler leur esprit en éclats et pour qu'ils arrivent à une autre pensée qui est une pensée spirituelle. C'est pour ça que c'est un thème qui m'a toujours passionné. C'est intéressant parce que moi, ça me fait penser à ces injonctions paradoxales pour l'effort, pour rendre l'autre fou dont tu parles souvent. Je le cadre de ce dont on parle aujourd'hui, qui est le haut potentiel intellectuel, qui lui va vouloir rendre les choses cohérentes. Donc là, tu vas éclater sa cohérence. Et finalement, peut-être qu'il peut puisqu'il est haut potentiel, il peut peut-être aussi se raccrocher à son fil, à lui, en disant « Waouh, même là, moi, je note des choses qui ne sont pas tout à fait justes pour moi. Ce qu'il a dit n'était pas cohérent. » Et c'est peut-être lui qui va pouvoir aller à l'intérieur de lui et pouvoir trouver des solutions grâce à son haut potentiel. Moi, j'ai un petit peu envie d'aller sur cette piste-là, si tu me permets. Sur la piste de la spiritualité? Sur la piste, non, grâce au haut potentiel. Mais la piste de la spiritualité, bien évidemment, ça, moi, je vous avais préparé une injonction paradoxale extraordinaire. Là, maintenant? Si bah alors, je t'en prie. Le maître zen de la secte Rinzai. Ah oui. Donc, un maître, c'est quelqu'un qui est craint, a priori. On a peur, on ne veut pas faire de bêtises. Tu vois, surtout au Japon, il y a une grande déférence vis-à-vis du maître. Le maître arrive avec un bâton ferré. Et il vous pose une question. Si vous donnez une mauvaise réponse, bam, vous recevez un gros coup de bâton. Si vous ne répondez pas à la question, vous recevez un gros coup de bâton. Et là, le maître vous regarde et vous dit « Quel était ton visage avant la naissance de tes parents ?» Et il lève le bâton. Alors c'est dans un milieu particulier, c'est dans une secte où on médite énormément. Et à un moment donné, le mental vole en éclats. Oui, c'est ça. Et je l'ai résolu, je pense.
Je pense que j'ai résolu le Koan. Mais très récemment, c'est un Koan que j'ai entendu il y a 20 ou 30 ans. Et j'ai dit, mais c'est bien sûr. Nous donneras-tu la réponse? Ben, je vais vous donner la mienne, mais elle ne sert à rien la réponse si vous ne l'avez pas trouvée vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que vous la trouviez la réponse. Oui, ce serait pas mal. Hein? Ah, mais alors, donnez vos réponses en commentaire. Tu m'avais suggéré ça tout à l'heure. Oui, je t'avais suggéré. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce que je pense en avoir compris. Je ne suis pas un maître zen. Peut-être que je vais me tromper, mais je crois... Tu n'es pas un maître zen. Si vous... Il me semblait. Peut-être, oui, mais bon, je ne suis pas un maître zen Rinzai. Non. Je vous donnerai la réponse qui m'est apparue dans une prochaine vidéo. Mais répondez en commentaire si vous en Oui, alors, comme ce sujet m'intéresse énormément, alors à la fois sur la spiritualité, à la fois sur le haut potentiel, vous l'avez compris, j'ai beaucoup étudié le haut potentiel intellectuel. J'aimerais avoir vos questions dans les commentaires, par rapport évidemment au pervers narcissique, par rapport à d'autres questions si vous voulez. Oui. Et nous ferons une autre vidéo dans laquelle je vous donnerai la réponse au Koan. Quel était ton visage avant la naissance de tes parents? Tout le monde, le cerveau a volé en éclats. Hein. Le mental, pardon, pas le cerveau. Et si vous répondez de travers, je me déplace, je viens chez vous, je vous donne un coup de bâton. Parce que la peur joue quelque chose, est un élément crucial dans l'histoire. Alors avec notre haut potentiel intellectuel et notre pervers narcissique, il y a de la peur. Ah, il y a une peur constante. Il y a une peur constante. On l'a déjà évoqué dans une vidéo précédente. Donc le mental, l'angoisse d'abandon, oui. Mais je me demande si certains hauts potentiels ne sont pas hauts potentiels parce qu'ils ont été maltraités. C'est une question que je pose, j'en sais rien. Non. Chacun va amener sa réponse, je suis sûr. Moi, je connais la réponse à cette question, je peux te la dire tout de suite. Ton visage avant la naissance de tes parents. Non. Est-ce que des hauts potentiels ne sont pas devenus hauts potentiels par rapport à de la maltraitance? Non. D'accord. Clairement non. En revanche, tu peux, et ça c'est ton job, tu peux développer un mental particulier à vouloir raisonner et donner du sens parce que tu as été maltraité. Bien. Mais le haut potentiel intellectuel, c'est vraiment tout autre chose. C'est génétique. Il y a, bien sûr, il y a, oui. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis un génétique bien sûr? atavique. Laisse-moi répondre. Il y a... Il y a des recherches. C'est sur les recherches du docteur Grubart, à Lille. Il ne connaît pas. This is my job. Donc, ce monsieur Grubart a fait des recherches sur le sommeil des enfants en potentiel. Vous allez apprendre parce que là, quasiment personne ne connaît ça. Je vous le livre à vous, vous êtes des gâtés, hein, moi je vous le dis, c'est Noël. Donc, le sommeil, vous connaissez, tu connais les cycles, les phases, etc. Donc, je connais, je vois vaguement. Voilà, sommeil... paradoxal. Ah voilà, tu connais le plus connu. Moi, dès qu'on dit paradoxe, lent, profond, paradoxal, et l'autre, je ne sais plus. C'est celui où les yeux bougent rapidement. Oui, c'est ça. Ce qui a inspiré le MDR. C'est ça. Et quand même, il connaît des choses, il est parfait, cet homme est parfait. Tu as des cycles où se succèdent ce genre de choses, lent, profond, nanana. Et un cycle va avoir des phases de sommeil comme ça. Je pense que c'est comme ça, mais je ne suis pas sûre. Des phases de sommeil, lent, profond, paradoxal, nanana, voilà. Donc, chez les enfants à haut potentiel, les enfants, hein, ces cycles-là sont raccourcis. D'accord. Pourtant, à l'intérieur, donc la phase de sommeil paradoxale, celle dont tu parlais, qui est très importante. Elle a la même taille? Non, elle est plus grande, que chez les enfants dits normaux, standards, en fait. Vous employez le mot que vous voulez. Normaux pensants. Vous employez le mot que vous voulez. C'est le terme qu'emploient les autistes pour parler de nous. Moi, je ne veux blesser personne. Ce que je remarque, c'est qu'il y a ces choses-là. Donc, ceci... Ce n'est pas le contexte. Pourtant, on pourrait parler parfois d'épigénétique. Mais là, je ne vais pas parler d'épigénétique. Ce qui signifie que les enfants au potentiel ont des cycles de sommeil comme des adultes, mais à l'intérieur, comme c'est plus large, comme des petits-enfants, comme des bébés. Là, le machin paradoxal. Donc, ils ont des phases d'apprentissage plus longues, parce qu'ils en ont plus, puisqu'il y a plus de cycles, et que la phase est plus longue. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une des particularités qui va dans le sens que je viens de te dire.
Bon, revenons au pervers narcissique, là, parce que, d'ailleurs, question, le pervers narcissique, il n'a pas un truc avec le sommeil, il n'empêche pas la personne, toute personne avec qui il est, de dormir pour le rendre fou. Je viens de penser à ça, comme ça, c'est une idée qui vient de me traverser. Là, ce que tu évoques, ça s'appelle le gaslighting. Ah, tu peux nous parler de ça? Pas plus que ça, mais c'est l'effort pour rendre l'autre fou, le gaslighting. Alors, d'où vient le terme gaslighting? Je crois que c'est une pièce de théâtre où un homme cherche à rendre sa femme folle. Ouais. Et je crois même qu'il y a eu un film avec... Enfin bref, vous chercherez, vous tapez gaslighting. Le gaslighting, c'est le gaz que l'on mettait il y a un peu plus de 100 ans dans les maisons pour éclairer les maisons. Et donc, tu as un homme qui cherche à rendre sa femme folle et il va marcher au grenier la nuit en même temps qu'il baisse le gaz. Donc, les lumières baissent d'intensité et l'épouse qui est réveillée voit les lumières baisser d'intensité, entend marcher au grenier. Tu vois, ouais. Et puis après, il remonte le gaz et à un moment donné, il lui dit « J'ai entendu quelqu'un marcher au grenier ». Il lui dit « Non mais ma pauvre, tu es complètement folle ». Alors c'est lui qui le fait. Wow. Donc il essaie de la rendre folle. Et effectivement, pour rendre quelqu'un fou, on peut l'empêcher de dormir. Ça peut faire partie d'une technique. C'est une idée qui vient de me traverser l'esprit. Les gens qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques peuvent être très élaborés, ne le sont pas forcément. Oui. Beaucoup le sont par réflexe. Oui, d'ailleurs, je t'ai déjà entendu dire ça, mais alors là, je vais te le faire répéter. Désolée si vous l'avez déjà entendu. Souvent, tu as noté qu'on t'avait dit que le pervers narcissique était intelligent. Et toi, tu dis, mais pas toujours. Bah non. Pas forcément. Non, alors en plus, je me souviens d'un exemple que je vous ai donné récemment d'ailleurs, une maman adoptive d'une de ses petites filles, l'embêtait, je vais le dire comme ça, elle mettait en place des mécanismes de défense pervers, et quand sa gamine lui disait « mais enfin regarde, t'as dit ça, t'as fait ci, t'as fait ça », la mère lui disait « oh écoute, moi je comprends pas ce que tu me dis, c'est bien compliqué ma pauvre, puis si je me suis trompé hein. ». Tu vois, donc il y avait de la dénégation, du déni, grâce au fait qu'elle n'était pas très intelligente. C'était en fin de compte, c'était sa force de ne pas être intelligente. Oui. Hein, quant à dire que les gens qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques sont intelligents, je ne le crois pas. Oui, ils sont malins, ils mettent au service de leur fonctionnement beaucoup d'énergie qu'on pourrait trouver intelligente, mais non. L'intelligence, au contraire, vivre en bonne intelligence, c'est vivre dans l'échange, dans le respect. Et je ne vois pas comment quelqu'un d'intelligent pourrait être pervers narcissique, en clair, quoi. C'est justement une preuve de manque d'intelligence. En tout cas, d'incapacité à s'adapter, oui. Bon, après, qu'un pervers narcissique soit capable de résoudre un problème de maths, c'est possible, oui. Ah oui, tu veux dire, bon, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est rarement dans ce sens que ça m'est proposé. Tu veux dire qu'un pervers narcissique va pas avoir l'intelligence du cœur relationnel, etc. Ben, c'est quoi l'intelligence sinon ça? C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais. Alors dire après qu'il existe des esprits, oui, on parlait du haut potentiel intellectuel. On dit souvent les génies sont à la frontière de la folie, ça se dit. Le pervers narcissique est à la frontière de la folie, donc pourquoi pas quelques génies et puis utiliser massivement des mécanismes de défense pervers, je suis sûr, oui. Ça existe, mais ils ne vont pas placer toute leur énergie là-dedans, ils la placent ailleurs. Ils sont quand même dans la créativité. Pour moi, celui qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques est incapable de se tourner, ou a de grosses difficultés à se tourner vers la vie. Donc ce n'est pas un créatif. C'est vrai que si tu fréquentes le milieu des artistes, par exemple, tu rencontreras beaucoup de personnes borderline. Et souvent, hein, je ne vais pas généraliser non plus, et ces personnalités borderline, oui, parfois, emploient des mécanismes de défense pervers pour surnager au moment où ils vont tomber dans la folie. Et pourtant, ils sont créatifs. Est-ce que Van Gogh mettait en place des mécanismes de défense pervers narcissiques? C'est pas certain. C'est pas certain. D'ailleurs, il y avait une phrase. C'est un peu coupé l'oreille. Ouais, il y avait une phrase. Oui, mais c'est pas pervers narcissique. Non. Il y avait une phrase de Racamier qui disait que, je crois que c'est de Racamier d'ailleurs, la psychose repose sur une détresse du déni. C'est-à-dire, au moment où le déni ne fonctionne pas, c'est là où on serait en plein dans la psychose. Si le déni était parfait, nous serions dans la perversion. D'accord? Donc, toutes les perversions ont comme point commun le déni et la dénégation. Voilà. Alors, ce qu'on a vu ensemble par rapport au potentiel intellectuel,
c'est que cette personne va peut-être s'enferrer elle-même dans cette toile d'araignée pour pouvoir comprendre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'un haut potentiel reste? Alors, quelle est la coloration? Parce que notre vidéo, elle dit quelle est la... En fait, comment ça va après, il y a plein de choses inconscientes qui viennent de rentrer dans la problématique, telle qu'une fidélité à la famille. Voilà, maman était perverse avec moi je suis avec un pervers, donc c'est ma place, tout simplement. Quoi. Oui, oui. Ou alors, la compulsion de répétition, je revis à l'identique la même scène, en espérant cette fois-ci la purifier, mais une fois pris dans les filets de celui qui met en place les mêmes mécanismes de défense que mettait en place ma mère ou mon père, je redeviens un petit enfant et je suis incapable de réagir. Hein, c'est souvent ça qui se passe. Donc je répète encore et encore. Et je vais quitter un pervers pour rencontrer un nouveau pervers, puis encore un pervers. Mais ça, c'est pas propre au potentiel. En revanche, là où moi, tu es en train de me faire réfléchir, c'est ce qui est propre au potentiel intellectuel. Et attention, il faut que je précise quelque chose avant de te poser une question. La petite précision, si vous suivez le docteur Olivier Revol, qui parle beaucoup du haut potentiel et qui a fait des IRM fonctionnels, hein, sur vraiment le fait de savoir comment ça se passait à l'intérieur du cerveau d'un haut potentiel intellectuel. Donc c'est vraiment très très intéressant, je vous renvoie à ses travaux à lui. Il y a une différence entre un haut potentiel intellectuel qui a un QI qu'on appelle homogène, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai parlé du QI verbal, mais il n'y a pas que ça, on teste différentes choses. Et ça va être une forme globale homogène, et un haut potentiel intellectuel qui est hétérogène, c'est-à-dire que par exemple il aura un QI verbal extrêmement élevé et d'autres parties qui le seront moins, et à la fin, si tu veux, il sera haut potentiel, mais ce sera un petit peu chaotique. Donc il y a une différence entre ces deux personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas vivre le haut potentiel de la même manière, elles ne vont pas vivre les relations de la même manière. Il y en a une qui va être, donc ceux qui ont un QI homogène, d'après le docteur Olivier Revol, ça va être beaucoup plus stable, tu vois, on va avoir des relations plus tranquilles, et puis la personne qui aura vécu des difficultés, puisque là on va parler en fait des 10, la galaxie des 10, c'est-à-dire dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, et bien sûr la dyslexie, et il y a toute dyspraxie visuospatiale, enfin il y a tout un champ de choses qui sont dans les troubles de l'apprentissage qui vont faire qu'un enfant, dès le jeune âge, va être confronté à des difficultés. Et ça va toucher à à sa confiance en lui, à son estime de lui. Donc là, la question que je vais te poser, elle est la suivante, c'est un enfant qui aura été, on va parler de quelqu'un qui aura eu à ce moment-là son estime de lui, qui aura été abîmée par toutes ces difficultés qu'il aura eu à vivre, et le fait qu'il va se dire, oui, je comprends là, mais c'est normal, oui, pour moi c'est clair, ça, mais tout d'un coup, paf, c'est difficile pour moi, je n'arrive pas à faire telle chose, donc je suis nul. En général, ils disent ça, tu vois. Et là, il va à la rencontre avec un pervers narcissique va aller toucher à ses failles, hein, ses insécurités, tu vois ce que je veux dire? Donc la question c'est, comment ça va se jouer? Si tu as un QI à géométrie variable, est-ce que le pervers ne va pas en profiter pour aller taper là où il sait que ça va te faire mal? Sachant qu'il est quand même au potentiel. Donc il va en plus vouloir comprendre, il est aussi avec une estime basse. Alors tout simplement, ça rejoint ce que je dis depuis le début sur les mécanismes de défense pervers narcissique, la relation est fondée sur des failles. Et donc il y a la faille de la victime. Là tu viens d'exposer des failles qui sont vécues comme des failles narcissiques. Hein? Il suffit tout simplement d'accepter, c'est se désidéaliser soi-même, c'est dire, ouais, je suis doué à tel endroit, et à tel endroit, j'ai beaucoup de mal, et on en est tous un peu là, tu sais. La solution qui est apportée, c'est celle de tout à l'heure, tu parlais de spiritualité. La spiritualité étant de pouvoir effectivement arriver à une acceptation de sa construction. Donc tu dis, eh bien, finalement, oui, et alors quoi? Oui, je ne suis pas bon là-dedans. Oui. Et alors? La belle affaire. Ouais, super. Ouais, je suis humain, quoi. Oui, je suis humain. Oui, ça c'est... Et se tourner vers ce qui nous fait du bien. Oui. Comme tu dis, qu'est-ce qui vous fait envie? Bien sûr, qu'est-ce qui vous fait envie? Tu peux avoir envie de peindre, par exemple, même si tu n'es pas doué en peinture, tu vas faire des peintures que personne ne va aimer, mais c'est pas grave, ça fait tellement de bien.
Et dans la relation avec un pervers narcissique, à ce moment-là, ce haut potentiel qui va être troublé, qui veut avoir du sens, comment il peut, à part ce que tu viens de dire, se désidéaliser, très très bien. Et on se désidéalise soi-même en ayant désidéalisé nos parents auparavant. Hein, c'est le chemin qui... Parce que si mes parents étaient les parents idéaux, si je ne suis pas un enfant idéal, eh bien, on ne va pas me garder. Donc c'est toujours l'angoisse d'abandon qui réapparaît. C'est intéressant parce que je repense à une question que tu m'avais posée hors antenne au sujet de quelqu'un qui disait « Oui, mais moi, mes parents, ce n'est pas difficile de les désidéaliser. » Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, si. Parce que si on a eu un parent qui n'était pas suffisamment bon, on a créé un fantasme pour contrebalancer. On a besoin d'un parent suffisamment bon, d'une mère suffisamment bonne, d'un père suffisamment bon. S'il ne l'a pas été, eh bien, ne serait-ce que par des phrases de « Ah, si mon parent avait été autrement, ça aurait été différent. » Tu vois, eh bien là, tu as créé un fantasme. Et c'est ça que tu dois désidéaliser. Et c'est super dur. C'est beaucoup plus facile de désidéaliser quelqu'un qui nous a donné suffisamment d'amour. Mon parent m'a donné suffisamment d'amour, en même temps il se trompe, mais moi aussi je me trompe, et puis c'est pas si grave. Puis tu vois, et puis je pose de la distance avec mon parent, et waouh, je me sens à l'aise. Alors que si j'étais tendu avec ce parent sans cesse, qu'il était maltraitant, eh bien j'aurais tellement voulu que ça se passe autrement, et c'est ça, j'aurais tellement voulu. Donc il est plus difficile de tuer un bon parent, je suis désolé pour lui, que de tuer un fantôme. Et si ton parent n'a pas été suffisamment bon, ben, tu as fabriqué un fantôme. Ça me fait penser à ce que tu dis sur l'addiction. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu peux redire? Oui, alors je dis, nous sommes addicts à une personne ou à une molécule à la hauteur de ce qu'elle ne nous donne pas. D'ailleurs, tu as fait, bon là, je fais une parenthèse si vous me le permettez, tu as fait un article sur les drogues antéogènes. Mais quand tu prends une substance antéogène dans la jungle, waouh, elle te montre énormément de choses. Donc, c'est considéré en droit français comme étant une drogue, mais là-bas, c'est considéré comme étant un trésor national au Pérou. Au petit matin, quand tu en sors, tu n'as pas envie de recommencer. Il n'y a pas d'addiction, il n'y a aucune addiction. Alors, tu vas peut-être dire à tout le monde, parce que tout le monde... Antéogène, une substance qui vous rapproche de Dieu, littéralement. Hein. Une substance... Théo étant Dieu, gène qui génère. Donc une substance, donc ce qui est appelé drogue en droit français, si elle vous donne quelque chose, normalement vous n'avez pas envie de recommencer. Alors peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, vous vous direz tiens j'ai un questionnement, je vais retourner auprès de cette substance, d'accord, recommencer. Mais ça c'est pas une addiction. L'addiction c'est quand le lendemain vous avez envie de nouveau de la reprendre. Ça c'est flagrant par exemple avec la cocaïne où les gens ils montent dans un état d'énervement, puis ils retombent très rapidement, ils se sentent angoissés. Et là ils ont envie de reprendre la drogue. Et là, il y a une addiction. Tu as pu constater chez tes patients au potentiel cette tendance à justement vouloir, parce qu'on en a souvent parlé si tu veux, il y a la question du sens. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les personnes à haut potentiel intellectuel ont besoin de mettre du sens sur les mots, sur ce qui se passe, sur la relation, sur tout. C'est essentiel. Un enfant, un tout jeune enfant va très souvent au potentiel, va très souvent se poser la question de qu'est-ce que je fais là, sur cette terre, etc. Et là, tu parles des substances antéogènes, donc ça me fait le lien parfait pour te poser cette question-là. Est-ce que dans tes patients, tu as aussi remarqué cette question de « je veux savoir quel est le sens de ma vie, ce que je fais là ». Chez les patients au potentiel? Oui. Bien sûr. Et est-ce que tu peux faire le lien avec peut-être le vécu qu'il a douloureux, ce qu'ils peuvent en faire, quelque chose peut-être de bon, quelqu'un au potentiel a besoin de mettre du sens sur tout ce qu'il rencontre. Si tu le mets dans un véhicule nouveau, il va avoir besoin de savoir comment ça marche. Hein? Alors que beaucoup de personnes, si tu leur proposes de rentrer dans un véhicule, ils sont contents et ils se fichent, et ils ont peut-être eux qui ont raison, hein, ils se fichent complètement de savoir comment ça va marcher. Donc il y a un besoin de compréhension et quelquefois même de contrôle chez le haut potentiel, Et dans la relation avec une personne qui mobilise ces mécanismes de défense pervers narcissique, comme il manque de sens, et qu'ils ont aussi cet appel... C'est plus que ça manque de sens, c'est que c'est plein de non-sens. C'est-à-dire qu'on va faire sur toi des identifications projectives que tu ne comprends pas. Imagine que je te dise, le problème avec toi, Natacha, c'est que tu es brune. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis grise. Si je te dis j'aime pas la couleur de tes cheveux, peut-être soit tu vas m'envoyer promener, ce qui n'est pas une mauvaise idée, soit tu vas décider d'aller te teindre dans la couleur qui va me plaire. Mais si je te fais une proposition où tu ne te retrouves pas,
Tu ne peux pas répondre. Ce sont des injonctions auxquelles on ne peut pas répondre. C'est l'identification projective. Oui, et là tu renvoies à la question de la sécurité intérieure et en relation, bien sûr. Ma question était aussi, tu vois, dans cet appel à donner du sens à sa vie, dans cet aspect spirituel. Tu vois ce que je voulais aborder pour le haut potentiel, ça se retrouve souvent. Oui, c'est bien, c'est un piège pour le haut potentiel, c'est parce que peut-être que le sens de la vie, il est indicible. Or, le haut potentiel a besoin de mettre des mots un peu partout, des représentations. Et donc, il va falloir qu'il apprenne à lâcher de ça. Pour comprendre, il faut arrêter de vouloir comprendre. C'est un petit jeu, je vous donne un petit peu le début de la réponse à mon Cohen de tout à l'heure. Non, tu triches. Ah non, donnez vos réponses dans les commentaires. Pour comprendre le sens de la vie, peut-être est-ce qu'il faut lâcher du besoin de comprendre le sens de la vie. De la même façon que pour réaliser la relation au père narcissique, il faut à un moment donné accepter de ne pas comprendre. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Ou comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Et partir. Alors pour ma part, je dirais... Comme le haut potentiel intellectuel a souvent besoin de comprendre, c'est quelque chose de viscéral, peut-être étudier. C'est-à-dire étudier. D'où l'intérêt de nos vidéos, d'où l'intérêt des livres. Parce qu'effectivement, on peut comprendre grâce à un livre. Mais à ce moment-là, on a nommé un tiers. Et c'est intéressant de voir que dans la relation au pervers narcissique, c'est une relation fusionnelle à l'intérieur de laquelle ne peut pas entrer de tiers. Si vous nommez un tiers, même un livre, hop, automatiquement, il y a moi, l'autre et le bouquin qui vient m'expliquer. Et là, ça y est, on a recréé la triangulation. Et c'est pour ça que c'est bien de se faire aider, mais ça peut être suffisant de regarder une vidéo, ça peut être suffisant d'entendre une conférence, ça peut être suffisant d'écouter une émission radio ou de lire un livre. C'est extrêmement intéressant, à mon sens. En tout cas, pour les personnes qui sont venues me voir, ils ont eu besoin de poser, de dire déjà leur souffrance. Oui. Poser la souffrance, dire oui, j'ai mal, bien sûr qu'on a mal. Ensuite, comprendre ce qui se passe, dire c'est pas moi le problème. Toi, tu renvoies toujours les gens à soyez le centre de votre monde. C'est vrai, mais c'est pas vous le problème. Vous êtes le centre de votre monde, tu le dis, et c'est pas vous le problème. Non. À la limite, c'est même pas le pervers le problème, c'est peut-être la relation, tu vois. Complètement. Et la faille narcissique. Et si c'est la relation, j'en fais partie. Mais je peux en faire partie dans mon besoin de comprendre. D'accord? C'est peut-être ma part. Ma part, elle est là. C'est, encore une fois, arriver à renoncer. De toute façon, dans la relation avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, il y a quelque chose à quoi on doit renoncer. Et c'est ça que nous devons trouver. C'est pas que veut l'autre, c'est à quoi est-ce que je dois renoncer dans cette relation. Ça peut être je dois renoncer à maman qui se comportait de la même façon. Je dois renoncer à papa qui se comportait de la même façon. Je dois renoncer à comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre. Je dois renoncer à ce qu'on appelle en psychanalyse le bénéfice secondaire. Trouver quel est le bénéfice, qui n'est même pas secondaire d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit secondaire, trouver le bénéfice, quel avantage je trouve à fréquenter un pervers narcissique. Il est où mon bénéfice? Voilà. Et ben, c'est à ça que je vais devoir renoncer. Donc c'est utiliser son intelligence qui est créative et son intelligence conceptuelle pour comprendre ça. Bien sûr. C'est pour ça aussi que je propose des ateliers d'écriture, parce que dans l'atelier d'écriture, on crée son histoire, on réécrit son vécu, et c'est beaucoup plus facile après, si ça n'est pas déjà fait, de quitter la personne avec qui on est. C'est beaucoup plus facile, si on l'a déjà quitté, de revenir à la vie. C'est vraiment tout ce qui est du côté de la création, de toute façon, est très intéressant. Ça me permet de proposer un de tes livres qui me paraît assez intéressant pour ça. Bien sûr, les livres classiques, on va dire, Pourquoi m'as-tu abandonné, Le pervers narcissique, Les violences invisibles, ça évidemment. Mais il y a un de tes livres, je pense particulièrement au potentiel intellectuel, Transformer colère et souffrance en énergie d'éveil, parce que, je te disais tout à l'heure, on retrouve souvent chez le haut potentiel intellectuel cet appel de spiritualité, de sens. Bien sûr. Et là, comme il y a énormément de souffrance... faites de cette relation difficile une chance pour vous. Et là, vous aurez gagné. Voilà. Donc, mais c'est entre vous et vous, c'est pas entre vous et l'autre. C'est une alchimie, là. Pourquoi, alors là, on ose, pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de rencontrer quelqu'un comme ça? Non pas qu'est-ce qu'il est venu me montrer, mais qu'est-ce que je suis allé chercher dans cette relation. Quelle part de moi est-ce qu'il est clair que je dois travailler? Et ça peut être tout simplement la nécessité de renoncer. C'est difficile de renoncer, super difficile. Surtout quand on a un petit côté abandonnique. Mais justement, c'est
si je suis dans cette relation où, ce qu'on disait souvent dans les vidéos, les dernières vidéos qu'on a faites, tu as parlé de la problématique de l'abandon. Donc, je rebondissais sur l'insécurité. Aller voir et colmater ces failles pour pouvoir se sécuriser et sortir de cette relation. Ces failles qui sont de deux ordres, la peur d'être abandonné, mais aussi, et bien souvent surtout, l'angoisse à l'idée d'abandonner l'autre, parce qu'on en crève d'envie. Parce que je crevais d'envie d'abandonner maman, je crevais d'envie d'abandonner papa, mes petits frères, mes petites sœurs, parce que c'était trop dur. Alors, j'en ai nourri de la culpabilité. Et aujourd'hui que je suis allé rechercher dans le monde le même type de personne qui ressemble à un de mes parents, si c'est le cas, eh bien, comment est-ce que je peux arriver à l'abandonner aujourd'hui? Alors moi, ce que je propose, c'est que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire, même si le sujet c'est vous, donc c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même, mais c'est aussi le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre pervers. C'est-à-dire que tant que vous restez avec lui, vous lui dites « continue ton truc, ça marche ». Et si vous l'abandonnez, vous lui dites bah, « ton truc il est nul, moi j'en veux pas ». Et c'est le seul endroit où éventuellement, il pourrait se remettre en question. C'est le plus beau cadeau en tout cas que vous puissiez lui faire. La plupart du temps, il ne se remettra pas en question, il va se remettre avec une autre victime. Mais ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Je ne vous regarde pas. Voilà. Donc le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un qui dysfonctionne, dans l'aspect relationnel, c'est de dire stop, moi j'arrête, c'est terminé. Ciao. Et la suite, vous ne la connaîtrez pas et vous n'allez pas la connaître. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires, nous referons une vidéo. Si vous avez besoin de conseils sur les livres, sur les hauts potentiels, moi je sais qu'il y a un blog que j'aime beaucoup, qui est Les Tribulations d'un petit zèbre, qui est vraiment très bien fait, avec beaucoup de conseils. D'accord. Et puis, bon, les livres, Jeanne Surfachin, le docteur Olivier Revol, ça c'est mon préféré, franchement. Voilà, et bien, on se retrouve peut-être pour une autre oui, puis pour avoir la réponse au Kohan. À bientôt. Au revoir. C'était une bêtise. On reprend. Coupez. Coupons.